J'ai grandi quand les rebeux, c'était pas la mode. J'étais frais jusqu'en 2001. Bienvenue sur Génération Mosaïque, ton podcast par Diaspora. Moi c'est Rania, on se retrouve tous les mois pour plonger au cœur des trajectoires et des parcours de ces jeunes issus de l'immigration. Et aujourd'hui, c'est avec Daniel qu'on tourne cet épisode. Salut Daniel. Salut Rania, ça va? Ça va et toi? Super. Alors, on va parler de ta vie, on va parler de ta carrière, on va parler un peu de ton rapport à ta biculture. Okay. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Daniel. Je fais de la musique depuis que je suis très petit, mais ça fait que quelques années que j'en vis vraiment et que j'ai décidé d'en faire un métier. Et voilà, je suis algérien, je suis français, je suis les deux et voilà. Ok, trop bien. Et tu commences à... Enfin, même, tu as largement commencé à prendre beaucoup de place en France. Tu es un artiste reconnu. Tu fais de nombreuses dates. Donc, Non, ça va. Franchement, ça va. Ok. Bah, en tout cas, bravo pour, gentil. Pour Merci ta beaucoup. carrière et C'est j'espère gentil. que ça continuera comme ça. Alors, on va commencer par ton enfance pour comprendre un peu comment t'en es arrivé là. Mais c'était qui le petit Daniel? Comment t'as grandi? Où est-ce que t'as grandi? Moi, j'ai grandi à Créteil dans le 94. Donc, mes parents ils sont venus par le 94, donc ils venaient d'Algérie. Et j'ai grandi, ma foi, une enfance tranquille, hein, heureux. Je me posais pas du tout de questions, en tout cas, sur ma biculture quand j'étais plus jeune. En fait, quand t'es un petit, t'as l'impression juste de vivre, mais après, c'est qu'avec le recul, quand j'ai pris du recul sur certaines décisions que j'ai faites et certains comportements que j'ai pu avoir, que je me suis dit, en vrai, je suis passé par plusieurs phases. Je suis passé par des fois le rejet, je suis passé des fois par l'abusé. Genre, je mettais beaucoup trop mon côté algérien. Genre, je me considérais même pas français, je me considérais que algérien. Et ça, je me suis rendu compte qu'avec le recul. Mais sur le moment, j'avais l'impression juste de suivre ma vie, tu vois. Mais je trouve que c'est grave un canon event. Genre quand on est jeune, issu de l'immigration, au départ, on connaît pas, enfin, tu sais, on voit pas les couleurs comme ils disent certains. Et après, du coup, on se sent français pleinement, enfin, on se pose même pas de questions. Et ensuite, à un moment donné, on découvre un peu le racisme, c'est les premières expériences de racisme. Je pense que c'est à partir de là. C'est qu'au début, genre, je vais dire de 0 à 6, de 0 à 7, 8 peut-être, tu te rends compte de rien. Juste, tout le monde est pareil dans la cour, tu te rends même pas compte que ton pote, il est renois ou que ton pote, il est rebeu. Et après, quand on te fait des remarques sur ta différence, c'est là que tu te dis, attends, mais pourquoi je suis différent? Et c'est là que moi, je pense que j'ai fait un petit rejet à un moment. J'étais vraiment petit. Et je sais pas, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais en vrai, je la trouve assez choquante. C'est que mon père, il voulait me faire écouter du rail. Et je disais, mais arrête de me saouler avec ta musique d'arabe. Déjà, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour parler comme ça à mon père. Je savais pas repris tout de suite après. Et moi-même, j'étais un rebeu, donc c'était bizarre de dire ça, tu vois. Comme si j'étais pas dans sa team, quoi. Mais tu penses que c'est lié à quoi? Est-ce que, enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, genre, j'étais grave... genre, sans jamais être... ah non, je suis pas marocaine. Mais j'avais un peu cette honte. Oui, mais tout ce qui était lié à mes parents, à ma culture, parfois, j'avais un peu honte vis-à-vis des autres parce que tu voulais être dans... Tu voulais être comme les autres, tu voulais être normal. En fait, c'est normal. Normal, en tout cas, dans ce que vous dire la normalité quand t'as 8 ans. Mais oui, moi non plus, j'ai jamais été au stade en mode non, je suis pas algérien, je suis pas un arabe. Ça m'est jamais arrivé. Mais je suis arrivé quand même au stade où je voulais pas que tu vois, mes potes ils viennent chez moi parce qu'il y avait ma famille qui était souvent là, tu vois. Et c'est vraiment ce dont je parle dans Brouillon, en fait. Dans Brouillon, c'est un son que j'ai écrit où je m'étais dit quel comportement honteux j'ai pu avoir. Et j'essaie d'aller au plus profond de ce que j'ai ressenti, d'être le plus vulnérable possible et d'être le plus transparent. Donc moi, ça s'est soldé par... tu vois, le fait de... Il y avait toute une génération... Bon, après, c'est un grand homme, tu vois, Jamel Debbouze, mais toute cette génération-là, après, dans la cour de récré, ça imitait l'accent de ses darons, et pour faire rire les autres, tu vois. Et tout ça, je me suis dit, mais ça raconte quoi? Je sais pas si j'ai la solution à ce truc-là, mais en tout cas, dans Brouillon, j'ai un peu établi tous les comportements honteux que j'ai pu avoir. Et je me suis dit, plus je vais être dit, plus je vais être précis, plus ça va me libérer d'un poids. Et tu penses que ça a aussi libéré les autres? Enfin... bizarrement, oui. En fait, c'est le son où j'ai le plus de retours de gens qui relate ce que j'ai raconté, alors que moi, je pensais que ça me concernait que moi. Tu vois, c'est même un truc que je cachais, tu vois, le fait de pas bien parler la langue de mes parents, tu vois, le Derija. Mais c'est un truc que je cachais, que je disais pas en interview, tu vois. Ça m'est même arrivé d'être en Algérie et qu'il y a des journalistes qui m'enchaînent en Derija. Ils me parlent en arabe de A à Z. Je suis comme ça, je suis en train d'essayer de trouver quelques mots que je connais pour essayer d'avoir une phrase et je réponds tellement large que je répondrai à tout, tu vois. Mais je le disais pas. Tu vois, c'est un truc que j'ai pas assumé. Et que récemment, en fait, je me suis dit, non, en vrai, le fait de pas assumer d'être complexé de ça, j'ai des potes à moi qui vivent la même chose que moi. Si on est déjà juste 3 dans mon groupe à vivre ça, c'est qu'on doit être beaucoup. Donc ça a le mérite d'être raconté. Et je me suis dit, c'est comme ça que j'ai fait Brouillon, tu vois. Mais c'est un vrai sujet, le manque d'accès à la langue de ses parents. Parce que nous, avec Diaspora, on a beaucoup de retours comme ça. Et en fait, on pensait le vivre tous à l'échelle individuelle.
Au final, c'est un vrai sujet. Et même, on se dit que ça pourrait être bien d'aller plus loin, de faire des discussions entre personnes qui galèrent dans leur langue d'origine. C'est fou. Parce qu'en soi, c'est pas notre faute aussi. On a grandi comme ça, on a aussi rejeté. Parce que je pense aussi, on n'est pas une communauté, surtout les Maghrébins, on n'est pas une communauté où on a beaucoup parlé dans notre langue d'origine, parce que nos parents, ils savaient déjà parler un peu français. Totalement. Donc je pense que c'est particulier, mais c'est vrai, c'est pas une honte. Et après, on a toute la vie pour apprendre. C'est pas une honte, mais c'est un complexe que plein d'enfants d'immigrés ont vécu au final, tu vois. Ouais. Mais personne ne se disait, parce qu'on se le disait même pas entre nous, tu vois. Vrai. On n'assumait pas du tout. On n'assumait pas. Même des fois, face à un pote qui parle pas bien, j'avais moi je parle, toi tu parles pas. Tu vois, genre. Et en plus, vu que c'est une langue que j'ai entendue toute ma vie, et c'est une langue que je peux chanter et que je sais parler, genre, que j'ai les sons, j'ai les mots, j'ai tout, et je peux la chanter. Et du coup, des fois, même l'illusion, elle passe. C'est-à-dire que quand j'étais en Algérie, que j'ai chanté, j'ai repris des classiques algériens, tu vois, j'ai repris Rainara et j'ai repris Cheb Hasni, ben, les gens pensaient que je parlais arabe du coup. Oui, parce qu'on a l'accent. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un petit accent forcément français, tu vois, qui montre que c'est pas non plus un accent algérois, tu vois. Mais l'illusion passe. Ça veut dire que j'ai gardé ce masque longtemps. Ok, je vois. Et toi, du coup, tu es algérien, tu as grandi dans une famille algérienne. Comment tes parents ils sont venus en France? S'ils sont venus en France, ils ont fait le parcours migratoire, comment ça s'est passé? Ils sont venus, je sais pas. En fait, c'est un truc qu'on a très peu parlé avec mes parents. Je connais pas bien. En fait, on parle pas énormément de ce genre de choses avec mes parents. Même on parle pas de plein de trucs. Et je connais pas trop la vie de mes parents avant que moi, j'arrive, tu vois. Okay. Et du coup, on a grandi à Créteil. Après, on a déménagé à Paris 13. Ok, d'accord. Et voilà. Et comment ils t'ont transmis la culture, tes parents? Comment tu as grandi en fait dans cette culture algérienne en tant que personne qui vit en France? Et en plus, tu viens du 94, donc tu viens de banlieue. En vrai, beaucoup de... Chez moi, en fait, c'était que ça. En fait, genre, la culture algérienne, elle était à la maison tout le temps. Que ça soit par les discussions, par la bouffe, par le fait que ma famille venait souvent chez moi. Même j'allais beaucoup en Algérie. Je faisais quasiment toutes les vacances scolaires, j'y allais. Donc ça veut dire que j'allais 2 fois par an. Donc en vrai, j'avais un lien assez fort avec l'Algérie. Ça n'a jamais été... c'est une terre lointaine de celle de mes parents. Pour moi, c'était aussi chez moi. J'avais là la famille qui était restée là-bas. Donc en vrai, j'ai toujours été très lié à mes 2 cultures. Mais c'était à la maison. Ok. Tu vois, dehors, c'était différent. Et dehors, c'est-à-dire c'était différent. Est-ce que juste tu parlais jamais de ça C'est pas que je parlais pas de ça, mais que c'était moins c'était moins omniprésent forcément, vu que moi j'ai grandi toujours avec des gens très mélangés. J'ai eu des amis qui étaient tout le temps de partout. Donc quand on était dehors, on était ensemble, on était des jeunes ensemble. On n'était pas, j'étais pas là à mettre, tu vois, à parler beaucoup de l'Algérie, etc. Tu vois, c'était pour la maison. Okay. Après quand même, les Algériens on parlait beaucoup quand même de l'Algérie. Moi j'ai plein de périodes. J'ai la période où j'étais en mode un petit peu rejet, ça j'étais vraiment petit. Et après quand j'ai grandi, j'étais vraiment en mode allez, l'Algérie, les hommes, l'Algérie tous les jours et tout. Et ma mère elle a dit enlève ça. Tu vas arrêter de te faire remarquer. Et je me suis calmé après. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a grave ce truc de... En fait, j'ai l'impreson qu'on voulait aussi se prouver à nous-mêmes, qu'on n'était pas défaillants. Totalement. Parce que nous, en plus, on a grandi dans la période 2015, il y a eu les attentats. On a grandi dans une période où c'était difficile aussi d'avoir une biculture, surtout quand on est arabe. On était direct fiché. T'es arabe égale musulman égale... je sais pas si on peut dire terroriste sur YouTube, mais oui, voilà. mais en vrai, oui. Mais du coup, c'était difficile aussi en fait, on avait un sentiment d'appartenance à la France qui était détérioré, et à côté, on était déracinés de nos pays d'origine. Donc du coup, t'es un peu perdu. Mais je pense que c'est hyper complexe. Comment je pense. En plus, chaque enfant de la diaspora soit différent en fonction des origines. Mais je sais que pour le Maghreb et pour les musulmans, c'est passé par plein d'étapes, tu vois. Moi, j'étais très petit, mais il y a eu 2001, et je sais qu'à partir de 2001, ça a commencé à devenir compliqué, quoi. On était assez stigmatisés. Et dès que tu allumes ta télé, tu as l'impression qu'on parle de toi. Et quand tu arrives dans ton pays d'origine, on te dit, mais toi, t'es pas vraiment... Toi, t'es un Français, toi, t'es pas un mec de Chine. Enfin, du coup, tu es en mode, c'est un peu compliqué. Et c'est vraiment ce qui a fait que... Ce qui a beaucoup nourri ma musique, c'était cette espèce de sentiment d'appartenance un peu à nulle part. Schizophrénie identitaire, en fait. Totalement. Et ça a beaucoup nourri ma musique. Toutes les questions que je me suis posées, j'essaie d'y répondre avec ma musique. Et aujourd'hui, j'ai trouvé limite ma safe place et mon espace grâce à la musique. En prenant ce que j'aime de la France et ce que j'aime de l'Algérie, je les mélange. Et je suis chez moi finalement dans les deux. Et c'est que bien longtemps après que je me rends compte de ça. En fait, c'est un peu... Dans le théâtre, on dit de la catharsis, si je ne me trompe pas. Ouais, totalement. Ok, maintenant on a un nouveau concept chez Diaspora. On a, en gros, ça s'appelle cliché ou vérité. Donc on va te donner 3 phrases de clichés sur les Algériens. À toi de nous dire si c'est cliché ou vérité.
et en nous expliquant rapidement Ok, vas-y, chaud. ce que tu en penses. Ok. La première phrase, c'est les Algériens aiment trop ramener leur drapeau partout. Vérité. Vas-y, explique un peu. Avec plaisir, même. Moi, ouais, je sais pas si c'est honteux, mais en tout cas, toutes mes vacances, pendant longtemps, j'avais toujours un drapeau d'Algérie dans mon sac. À n'importe quel moment, je pouvais le dégainer dans des aéroports, dans des stades, dans n'importe où, je pouvais le dégainer. Donc moi, en tout cas, moi, j'avais ce truc-là. Ok. Et je sais pas pourquoi, je pourrais pas expliquer. Je sais pas, même je regarde un match, et je cherche que les tribunes pour trouver un drapeau d'Algérie. Ah ouais, c'est à ce point. Ah ouais, non, c'est une vraie... Mais je sais pas, il est beau le drapeau, t'as envie de le mettre partout. Il est très beau le drapeau algérien. Il est Mais très surtout, beau. vous avez galéré à l'avoir. C'est ça, en fait, il représente un truc tellement fort pour les Algériens, c'est la libération d'un peuple par le peuple. Tu vois, il est un peu sacré. Tu vois, mon père, limite, il me disait, le sors pas n'importe comment. Tu vois, quand je l'ai sur scène, mon père, quand il est à l'envers, il va m'engueuler. Parce que, tu vois, alors que je l'ai pris sur scène, genre, je le tire comme on me le donne, tu vois. Et des fois, il est à l'envers, du coup, il est pas content. Ah ouais. Parce qu'il y a un truc de. Je sais pas, ça représente beaucoup. Tu vois, il faut jamais qu'on marche dessus. Enfin, c'est quelque chose ça représente beaucoup pour le peuple algérien. Du coup, c'est une fierté et moi, je l'ai toujours mis partout. Genre. Ouais. Ça me rappelle une anecdote qu'une maman nous a donnée. C'est une maman algérienne. Ok. Du coup, c'est Jamila. Et elle nous avait raconté, elle avait grandi sous l'occupation française, donc pendant la colonisation française en Algérie. Et son frère et elle, ils s'étaient amusés à mettre le drapeau algérien sur le toit de leur maison. Et en fait, il y avait un militaire qui est venu directement pour demander à leur mère d'enlever le drapeau. Wow. Et du coup, ça m'avait marqué cette anecdote parce que ça montre à quel point c'était difficile de le montrer. Et aujourd'hui, C'est pour ça que maintenant, voilà. personne ne va nous dire de l'enlever. Voilà, c'est ça. On va le mettre partout. Mais en vrai, c'est vrai. Genre, moi, je t'ai dit, même pendant la tournée, on a toujours un drapeau de l'Algérie qui était avec aussi important que le micro, aussi important que la console, avec des ingés et tout. Il y avait toujours un drapeau de l'Algérie dans les cases, tu vois. Ok, donc respect au drapeau algérien. Tout le temps. Ok, deuxième phrase, c'est les Algériens sont nerveux. Ah. Non, c'est un cliché. Ok. Non, en fait, le sang chaud, on peut s'énerver, mais pas non plus. Genre, le cliché, c'est que c'est vraiment, on n'a aucune autre émotion possible que l'énervement, tu vois. Et ça, non, c'est faux. Mais tu penses que c'est lié à quoi? C'est la Méditerranée, en vrai. Les Marseillais aussi sont nerveux. Les Tunisiens, les Tunisiens, ça va. Non, quoique. Les Tunisiens aussi sont nerveux. Et les Marocains, genre, Ouais, parle pas, aussi nerveux. Ok. C'est la chaleur. Ça tape au cerveau. C'est vrai que ça énerve, ça. C'est ça. Le sang au cerveau. Exactement. Dernière phrase, les Algériens sont machos. Ah, tu veux me mettre dans des problèmes. Les hommes sont machos, malheureusement. Donc les Algériens n'y échappent pas. Mais c'est les hommes, quoi, avec un Z. Ouais, c'est pas réservé qu'à... C'est pas réservé qu'aux Algériens. Bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est les... oui, mais c'est vrai, c'est faux, quoi. Il y a beaucoup trop d'hommes machos, mais ça, c'est partout. Que ça soit même des Algériens, pas des Algériens, des musulmans, pas des musulmans. Mais c'est pas non plus tout le monde, quoi. Genre, je connais des Algériens qui sont en plus de la génération d'avant, qui sont hyper ouverts, hyper déconstruits et tout. Ça existe. Ils sont pas problématiques du tout. Comme toute l'équipe du média. Yes, ce n'est pas problématique. Mais ouais, je pense que c'est juste un cliché qu'on a et ça arrange certains agendas politiques de dire les hommes arabes sont machos. Totalement. Parce qu'en vrai, algérien, il y en a pour qui c'est juste arabe. Oui, totalement. Enfin, maghrébin. Ok. Merci pour tes réponses. Maintenant, on va passer un peu à ton métier, à la musique. Déjà, quand est-ce que la musique elle est apparue dans ta vie? Tu as dit que tu as commencé très jeune. Ouais. Et aussi, quand tu as commencé, est-ce que tu savais que ça allait t'emmener aussi loin et comment ta famille elle a réagi? Moi, c'est très paradoxal parce que j'ai commencé la musique très jeune. Parce que ma mère, elle voulait que ça fasse partie de mon éducation. Genre, pour elle, c'était comme le sport ou les maths. Tu vois, c'est bien de faire de la musique parce que ça t'éveille. Elle en avait fait un peu du piano quand elle était plus jeune. Et du coup, elle m'en a fait. Je voulais pas, moi, de base. Je voulais pas du tout, ça m'intéressait pas. Et je l'ai fait un peu parce que j'ai pas le choix. Ma mère, elle me dit fais A, je fais A. Et du coup, j'en ai fait toute ma vie, mais j'appréciais pas ça particulièrement jusqu'à que je découvre la composition. Okay. Moi, j'ai découvert quand même assez jeune, j'ai découvert vers 13 ans. Mais avant ça, j'étais pas un grand fan du piano. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé dans mon quartier, j'étais à la MJC. Okay. Donc, j'ai fait des cours de piano là-bas. Ensuite, on a déménagé à Paris. Et là, j'ai tenté de faire le concours pour entrer au conservatoire. Et j'ai été accepté. Et le conservatoire, en gros, c'est un truc vraiment... Il y en a plein qui ont l'image du conservatoire, un truc... c'est hyper cher, hyper inaccessible. Alors qu'en vrai, le conservatoire, c'est pas cher l'année. C'est juste que tu rentres sur niveau. Donc, il faut avoir
un petit niveau. Et donc moi, j'ai été accepté. Et voilà, j'ai fait le conservatoire. Et j'ai découvert à côté de ça la musique en parallèle, tout ce qui est composition, création, improvisation. Et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux de la musique. Mais ce qui est trop fou, c'est que j'étais tellement formaté par mes parents, par mon éducation, que la musique, c'est pas un métier, que c'est pas un travail, que j'ai mis hyper longtemps à me rendre compte que je pouvais en vivre et que j'allais peut-être en faire mon métier. Parce qu'à la base, c'était quoi le plan? Moi, j'étais en pharma, j'étais en études de pharma, j'étais en fac de pharma, je suis allé jusqu'en 5e année, c'est-à-dire que je suis allé loin. Ah ouais. Et j'ai lâché à la dernière année, tu vois. Genre, j'ai même pas eu mon diplôme. Est-ce que tu regrettes un peu de pas avoir eu le diplôme? Non, parce qu'en fait, c'était arrivé un moment où tout le temps que je passais à la fac, je le passais pas à faire des trucs dans la musique. Et il fallait que... Moi, j'avais déjà décidé dans ma tête que je voulais faire de la musique. Bon, mes parents, c'était pas OK. Et comment ils ont réagi? Mal. C'était compliqué et on s'est un peu séparés, tu vois, genre sur ce moment-là en tout cas. Genre j'étais en mode bon bah moi je vais faire ma musique et vous verrez un jour, je reviendrai. Enfin, en fait, c'est le moment où je me suis dit bon bah faut que je prenne les choses en main. Si je veux faire une vie qui me plaît, bah je suis obligé de faire ça. Il n'y a que ça qui m'anime, il n'y a que la musique. Tout le reste, je le fais pour faire plaisir à mes parents. Et dans ma vie, il n'y a que 2 choses qui comptent, c'est faire plaisir à mes parents, enfin les rendre fiers. Et d'un autre côté, être épanoui et être heureux. Tu vois, faire ce qui me plaît. Ne pas me trahir, tu vois. Donc je me suis dit, bon, je vais faire passer le fait de ne pas me trahir au-dessus. Et j'espère qu'un jour, ça rendra fier mes parents et ce serait du coup parfait, ça serait l'alignement parfait. Et ça a pris du temps, mais un jour après, j'ai invité mes parents à me voir sur scène. Et ce jour-là, ils ont compris, ils m'ont envoyé un message et tout en mode, c'est bon, on a compris depuis, c'est mes fans. Ils sont là partout, ils sont à tous les concerts et ils me soutiennent, ils sont à fond derrière moi et tout. Okay. Donc c'est passé par des moments durs et difficiles, plus de communication, on se comprend plus et tout, à vraiment maintenant c'est incroyable et je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Est-ce que tu penses aussi que le fait que dans ta musique tu leur fasses honneur, enfin tu fasses honneur aussi à ta culture algérienne, Peut-être. C'est un moyen pour toi aussi de les rendre fiers? Peut-être, ouais. Peut-être. Après, il y a d'autres choses, tu vois, dans ma musique qui passent pas des fois. Par exemple, sur Brouillon, quand je disais mon père il m'a pas appris l'arabe parce qu'il voulait que je m'intègre, tu vois, ça il a pas du tout kiffé. Mais parce qu'en vrai, moi je faisais un témoignage pas de génération, mais en tout cas de ce que je voyais autour de moi et de mes potes. Et ça, c'est pas le cas de mon père, tu vois. Mon père il m'a pas appris ça pour m'intégrer. C'est pas il m'a pas appris l'arabe pour m'intégrer. Et le fait que j'en parle, je lui dis mais non, mais c'est général et tout. Ça, tu vois, il a pas kiffé. Après, tous les sons, genre Bled du Mon Amour, ça il kiffe. Ça y a pas de problème, ça c'est tout droit. Tant mieux. Ouais. Mais non, en vrai, je comprends. Après, parfois, c'est aussi difficile d'avoir des conversations avec nos parents sur des choses qui se sont passées quand on était jeunes. Oui. Il y a totalement un truc, mais non, ça s'est pas passé comme ça. C'est des fois, les parents, ils aiment bien minimiser. Et toi, tu dis, mais non, mais moi, j'ai conscience de ce moment-là. Enfin, c'est vieux comme le monde et je le vois avec tous mes potes tout le temps. Donc, je dis, limite, ça sert à rien de débattre. Chacun, c'est bien qu'ils aient leur vision de l'enfance toute rose et toi, tu as tes trucs à toi et c'est normal. Et en plus, tu vois, quand ils ont eu du mal à accepter le fait que je fasse de la musique, bah, avec le recul, j'arrive pas trop à leur en vouloir. Parce que c'est normal, je pense que tu vois, mon père, il est en Algérie, il vient pour que je fasse des études. Je fais ses études, au final, je m'assois dessus, genre je prends pas le diplôme, je vais pas au bout pour aller faire de la musique, un truc qu'il connaît pas. Il y a aucun musicien dans ma vie. Bah, je peux comprendre de la panique et l'impression que ton fils est en train de dérailler, faire n'importe quoi. Donc, je peux pas lui en vouloir. C'était à moi de prouver, de toute façon, c'était à moi d'un jour leur montrer des résultats et leur dire que c'était sérieux, que je prenais ça comme un vrai travail et que j'étais sérieux dans mon approche. Et de toute façon, eux aussi, c'est la première fois qu'ils vivent. Genre, ouais, pas, je suis l'aîné en plus de ma famille, ça veut dire que je suis leur premier enfant. Donc en vrai, ouais, la pression. Moi aussi, je suis l'aîné. Toi aussi, tu sais comment c'est dur pour les aînés. Ouais. C'est plus dur. Ouais, la barre est haut. Et en plus, tu mets la barre haut pour les autres. Donc il y a aussi ce truc-là. Mais d'un autre côté, ils s'apaisent, ils s'adoucissent avec les enfants d'après, tu vois. Ouais. Moi, ils sont beaucoup plus chill avec effectivement, moi aussi, ils sont plus chill avec eux. Tu vois, ils sont vraiment limite, je dis waouh. On peut faire ça en fait. Waouh. Ok, je vois. Alors, du coup, dans ton art, tu mélanges sonorité arabe, rap, enfin vraiment culture hip-hop. Et comment ça t'est venu, ce mélange, un peu cet art hybride entre les deux cultures? Parce que il y a eu des antécédents dans l'art de ce mélange un peu entre différentes cultures, mais c'est rare. Enfin, là, ça prend vraiment de l'ampleur. Il y a toi, il y a d'autres artistes aussi qui font un peu ce mélange-là. Comment ça t'est venu à l'initiale? Et est-ce que les gens y croyaient aussi à ça? Bah, comment moi ça m'est venu? En fait, moi, déjà, toujours, quand je faisais ma musique, j'ai toujours eu des espèces d'automatismes et des façons de faire où on me rappelait les chanteurs de rail. On me disait, ah ouais, c'est marrant comment tu prends tes notes là, c'est grave un truc de chanteur de rail. Mais c'est des trucs qui étaient du coup pas du tout... qui n'était pas réfléchi de ma part. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur d'autres artistes, d'autres diasporas et d'autres cultures qui se sont permis de faire ces mélanges-là.
Et le fait de voir ça, je me suis dit, mais attends, mais en fait, moi aussi, j'ai une culture de fou. Et c'est une musique que j'écoute, c'est une musique que je consomme. Et en fait, c'est juste le déclic, ça a été sur je peux le faire, j'ai le droit de me permettre de le faire. Alors qu'avant, je me disais, non, mais c'est beaucoup trop sacré, beaucoup trop gros. Tu vois, l'héritage culturel de la musique maghrébine, que ce soit le raï, le shahabi, c'est tellement grand et c'est tellement au-dessus de moi que je n'osais pas y aller, tu vois. Et quand j'ai vu en vrai, celle qui m'a inspiré, c'est pas mal, c'est Rosalia. Quand j'ai vu qu'elle a mélangé le flamenco avec des trucs beaucoup plus pop et plus modernes, je me suis dit, mais en vrai, si elle l'a fait, c'est qu'on peut le faire. Du coup, j'ai commencé à essayer. Mais j'avais pas de rôle modèle. Enfin, je voyais personne qui faisait ça en France ni au Maghreb et tout. Donc en fait, j'étais en labo, j'essayais des trucs. À un moment, ça marchait. À un moment, tu sais, le curseur, il était trop à droite, trop rebeu ou des fois pas assez. Et ça me satisfaisait pas. Donc j'ai pris genre 2 ans de studio un peu avant de trouver ma patte. Et une fois que j'ai trouvé, bah, je me suis dit, bon, bah, tout droit. Il y en a plein qui disent en mode, ah, vous faites ça parce que c'est la mode de faire ça. Alors qu'en vrai, c'est tout sauf la mode. C'est la musique qui est la plus stigmatisée en France, c'est la musique rebeu. C'est celle qui passe pas en radio, celle qu'on voit pas à la télé. Donc c'est tout sauf facile de faire cette musique-là. Mais quand c'est la musique que t'aimes, tu fais la musique que t'aimes, tu poses pas de questions. Et est-ce que dans le milieu dans lequel tu exerces, il y avait des gens qui étaient un peu réticents en mode est-ce qu'on t'a déjà dit ah non mais ça va pas marcher ton truc? Totalement. Même il y a très peu de gens qui étaient chauds. Parce qu'en fait, il y avait pas en fait dans la musique quand t'as pas d'exemple avant toi de que ça peut le faire. Et les derniers exemples qu'il y avait eu, c'était Rain B et Tonton du Bled. Ça veut dire que on parle de 15 ans avant. Et depuis, personne. Genre, il n'y avait pas un rebeu qui ramenait un peu des sonorités de chez lui, alors que la musique est hyper riche. Et, tu vois, vraiment, la musique arabe, c'est immense, quoi. Et puis même, on a grandi dans ça. Enfin, ouais, c'est fou. En fait, mais ça en dit long, je pense, sur le traitement des rebeux en France. Tu vois, même dans la musique, les gens qui sont issus de cette diaspora, qui ont du coup toute la légitimité d'exploiter cette musique, le faisaient pas. Ça veut dire à quel point c'était pas quelque chose qui était considéré comme OK. Ouais, tu le laisses à la maison. Ouais, tu laisses à la maison et personne ne faisait ça, tu vois. Ouais, c'est pas considéré comme un art légitime, quoi. Ouais, totalement. Donc en vrai, tout le monde me disait, bah en vrai, non, c'est pas une bonne idée parce que si personne l'a fait, c'est qu'il faut pas le faire. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'autres artistes que moi, tu vois, je suis pas du tout le seul qui fait ça. Il y en a plein qui mélangent et qui l'ont fait tous au même moment et sans se connaître forcément. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc on arrive à un stade où les enfants de la diaspora commencent à se réapproprier leur code et n'ont plus peur de pas ressembler à tel ou tel genre de musique, tu vois. Et tu penses que ça vient de quoi? J'ai l'impression que c'est un cycle. Genre, ça faisait suffisamment longtemps que en fait, même, genre, on est une génération qui se réapproprie. Même vous, en fait, vous êtes cet exemple-là, tu vois, en faisant ce média-là, de se dire qu'on a des codes, on a des choses tout un bain culturel qui est immense et dont on a le droit de se servir, on a le droit d'aller puiser dedans. Et on est légitime dans ça. Et ça se jouait dans les films, je trouve, ça se joue dans la musique. En fait, il s'est passé un truc culturellement où tout le monde a commencé à se réapproprier les choses. Ouais, et aussi, je pense que, contrairement aux générations d'avant, enfin, par exemple, nos parents, ils ont immigré, et eux, c'était plus dans tu te tais, tu fais. Tu fais comme. Tu courbes les chines, tu travailles. Et nous, on est plus en mode, en fait, on connaît les codes des deux mondes. Que ce soit le monde de nos parents, qui nous ont inculqué cette culture-là, et la France, quoi, le pays où on a grandi. Et donc, on se dit, en fait, on connaît les règles du jeu. Donc, on peut jouer. J'ai l'impression que c'est comme quand notre génération elle arrive à maturité artistique, en fait. Il s'est passé un truc où il y en a plein. Tu vois, pour citer, tu vois, il y a Naira aussi qui fait des choses. T'as Saint-Levant, t'as plein d'artistes qui sont issus de ce truc-là et qui se permettent de faire ça à peu près tous en même temps. Et ça veut dire quelque chose, je pense, de sociétal parce que tous ces artistes, on se connaît tous, mais personne n'a regardé l'un ou l'autre avant, tu vois, parce que tout le monde arrive en même temps. Est-ce que ça te fait du bien de savoir qu'il y en a d'autres qui... Ouais, de fou. Moi, je suis anti, justement, les gens qui voient de la concurrence dans ça. Juste pour moi, un mouvement musical, il vient jamais seul. Si tu penses que tu vas tenir un mouvement musical seul, bah, t'as un problème d'ego et surtout, tu vas arriver nulle part. Tu vois, ce qui s'est passé dans l'afro, en France, c'est que tous les gens qui étaient issus d'Afrique de l'Ouest, qui étaient des enfants de la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, ils ont fait de l'afro-français. Il y a eu un mouvement qui s'est créé et c'est devenu genre énorme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et même si tu vois ça au Nigeria, le Naija, tout ce qui s'est passé, genre les Rema, en fait, ils collaborent tous ensemble, ils sont tous ensemble et c'est comme ça qu'ils créent des mouvements artistiques. Et est-ce que tu penses... Parce que moi, je dis souvent que la communauté maghrébine en particulier, on a un peu un problème de solidarité. Si tu regardes d'autres communautés, ils peuvent être très solidaires entre eux, mais nous, on a un peu ce truc de clash, tu sais, Algérie-Maroc. On n'arrive pas à être totalement solidaires. Est-ce que tu penses que ce mouvement un peu musical, il va permettre de sauver un peu tout ça? J'espère qu'on ne retrouvera pas ce genre de comportement dans le monde musical, parce que ce serait terrible. Et en fait, ça nous aiderait pas, en fait. Et c'est trop dommage. Mais je pense que, je sais pas, moi j'ai confiance un peu en cette génération. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont assez éveillés, assez
assez déconstruit pour justement ne pas mettre de l'ego là, il n'y a pas besoin d'en mettre. Ouais, ça peut contribuer J'espère. à sa manière. On espère en tout cas. On espère, ouais. En 2024, tu as sorti un son qui s'appelle Les Hommes avec Zamdan, où tu parlais justement des attentes vis-à-vis de la virilité des hommes dans la société, notamment des hommes arabes. Et ça a suscité de vives réactions, même si c'est un euphémisme ce que je dis. Non, mais tranquille. Comment tu le vis? Le fait que justement dans ce son, tu as voulu dénoncer un truc et que justement tu as eu un backlash. Genre que tout ce que tu dénonçais, tu l'as un peu vécu. Bah justement, ça légitime le propos du son pour moi. Vraiment, c'est pas du tout une chose que j'ai mal vécue. Genre, je me suis dit, en fait, c'est pile ce dont je parle dans le son. Et là, vous êtes en train de me faire une démonstration qu'il y a ce vrai problème qui existe. Et du coup, ça légitime le son, donc très bien. C'est-à-dire que, limite, ça m'a conforté dans le fait de faire ce son. Tu vois. Je me suis dit, je raconte pas un truc qui n'existe pas. Et dans le milieu... les autres hommes artistes, comment ils ont réagi? Est-ce que tu t'es senti soutenu? Est-ce que... autour de toi, comment ça se passait? En fait, j'avais même pas besoin d'être soutenu. Moi, je porte mon propos. C'est la même chose pour tous mes sons. Dès que je parle d'un truc un peu sensible, un peu délicat, forcément, ça va susciter des réactions sur les réseaux. Et c'est le cas pour tous mes sons. Tu vois, même Brouillon, ça m'a fait pareil. La Voisine, ça m'a fait pareil. C'est toujours ça. Et moi, ça m'empêche pas du tout de porter mon message, parce qu'à partir du moment où je fais ce son-là, je l'écris, je sais ce que je veux dire et moi, je suis aligné avec ce que je veux dire. Donc, si le message, j'ai envie de le porter, je vais le porter. Et on a une époque où tout peut être un débat, et c'est des débats qui durent 24 heures, après c'est terminé. Et c'est comme ça qu'est construit X, tu vois. Twitter, c'est construit pour que la haine, elle se véhicule plus vite que des messages d'amour. Mais au final, elle est minoritaire. Genre, au final, les hommes, c'est un des sons qui pète le plus en concert à chaque fois, alors que quand je l'ai sorti, c'était en mode, c'est quoi, pourquoi ils sont torse nu sur Et en plus, c'était tellement pas légitime et tellement bête comme sauce. Les gens disaient, il y a 2 rebeux torse nu dans un hammam. Et ils voyaient un problème en ça. En fait, la sauce, elle arrivait avant même que le son sorte. Oui, c'est vrai. Donc, c'est la cover qui a créé ce truc-là. Je me suis dit, je peux pas prendre cet avis en question, parce que je l'estime pas, cet avis. C'est des gens qui sont en train de faire une sauce homophobe sur un truc de t'as 2 mecs qui sont torse nu dans un hammam. Mais surtout, je pense que c'est parce que vous êtes rebeux aussi. Ouais, c'est totalement. Un peu l'orientalisme, genre on enlève la virilité des hommes arabes. Totalement. Et alors que le hammam, c'est genre leur père. En fait, les gens qui tweetaient, leur père, il va au hammam avec leur grand-père, avec leur oncle, avec leur cousin, et ils sont tous en train de se gratter le dos, et ils sont en train de me tomber dessus. Alors, c'est le jeu. Ouais, c'est vrai. Donc, en vrai, ça m'a fait rire, en vrai. Ça m'a pas touché plus que ça. Okay. Tant mieux. Et puis, en vrai, c'est intéressant. Enfin, ça aussi, ça montre le curseur. Totalement. Pour moi, ça souligne un truc. Pour moi, ça légitime le propos. Et dès que je fais un son, et j'ai l'impression d'avoir après la démonstration sur Twitter que le son, il parlait d'un truc qui valait la peine d'être raconté, du coup, en tout cas dans mon sens, ça me conforte. Genre, j'ai pas fait ça pour rien. À l'inverse, est-ce que tu as eu des témoignages de mecs, d'hommes maghrébins ou pas maghrébins, qui t'ont parlé de ça, qui t'ont dit, en fait, ça m'a fait du bien? Mais moi, c'est les sauces sur les réseaux, c'est tellement minoritaire par rapport à ce qui se passe après en DM et tout. En DM, c'est que des gens justement qui me disaient merci. Rien de normal, je pense que tu vas envoyer un message à un artiste en général parce que tu veux le remercier quelque chose de positif. Mais ouais, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui m'ont dit merci de libérer la parole sur ça et tout. Et en plus, dans l'image, on voulait rendre hommage aussi à ce lieu social qu'est le hammam, tu vois, et qui est même esthétiquement trop beau, tu vois. C'est pour ça qu'on a fait l'équipe là-bas. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de fou. Le hammam, c'est, même côté femme et tout, c'est un endroit hyper important. C'est un lieu social, quoi. C'est un lieu de rencontre, d'échange. Et c'est une culture qui se perd forcément, vu qu'on devient on n'a pas grandi avec les mêmes codes que nos parents, mais je trouvais ça important de le mettre en avant. Ok, intéressant. Et aussi, du coup, toi, tu parles beaucoup de ta culture, mais ton public, en vrai, il est très varié. Enfin, il y a des personnes blanches, des personnes non blanches. Est-ce que tu t'attendais à ce que ton public, que, en fait, ta musique, elle touche autant de personnes? Non, je m'attendais pas à ça. En vrai, mon public, il est hyper mélangé. Pour le coup, il y a tout. Quand tu vois les fausses des scènes, il y a vraiment tout le monde. Même en termes d'âge, tu as des petits, tu as des fois même des vieux qui viennent entre vieux, qui sont là. Ça, c'est depuis que j'ai mis Facebook. Depuis que je mets des vidéos sur Facebook, c'est un peu vieilli le public. Et en vrai, moi, je suis le plus heureux du monde parce que au début, je pensais que mon public, il allait me ressembler. Je pensais que ça allait être un public, du coup, issu de la diaspora, des gens qui sont de ma communauté. Et j'étais un peu, pas triste de ça, mais je m'étais dit, c'est dommage parce que je convainc que des convaincus d'une certaine façon, tu vois. C'est-à-dire que je représente des gens qui connaissent déjà cette culture, qui en sont déjà issus. Et c'est trop bien parce que se sentir représenté, ça n'a pas de prix. Et surtout, c'est rare pour des gens comme nous.
Mais je trouvais ça dommage de ne pas présenter aussi ma culture et d'où je viens et ce que je défends à des gens qui ne la connaissent pas. Je trouve qu'il y a ce travail-là dans la musique, il y a cette espèce de double portée, c'est représenter les siens et présenter les siens aux autres, avec d'autres façons que CNews, tu vois. Mais en plus, je trouve ça archi drôle parce que je trouve que ça permet d'ouvrir les horizons à d'autres personnes et comme tu le dis justement, c'est une autre vision que CNews et les autres chaînes un peu comme ça. Mais moi, j'ai une amie qui m'avait dit un jour un mot en arabe. Je lui dis mais comment tu connais ça? Enfin, elle est blanche, elle est pas racisée. Je lui dis mais comment tu connais ce mot? Elle dit ah mais c'est dans le son de Danil. Ah ouais? Ouais. Mais et non. Du coup, elle avait appris le mot. Tu sais, c'est quel mot? C'est ma prochaine question. Ok. Je fais pas. Ok, d'accord, pas de spoil. Mais du coup, comment tu connais ce mot? Et elle m'a dit son de Danil et voilà. Donc en vrai, ça marche. C'est qu'il y a des gens, ils peuvent s'approprier aussi d'autres langues. C'est un peu comme l'argot ivoirien aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur et tout. Je pense que ça passe aussi par la musique, par les réseaux sociaux. Mais la musique, c'est vraiment vecteur en fait. Totalement. Ça propage. Et pour moi, ça peut être qu'une bonne solution en fait. C'est que comme ça que tu peux lutter justement contre les a priori, contre les stéréotypes sur des communautés. Parce que si des gens, toute leur vie, tout ce qu'ils entendent sur les rebeux, c'est que c'est l'insécurité, les dangers, le terrorisme, ils entendent que ça à longueur de journée sur des chaînes d'infos. Si tu leur donnes pas la contre-parole et une autre vision de ce que c'est notre culture, bah, tu les aides pas à s'ouvrir l'esprit. Donc, en fait... c'est dur de leur en vouloir d'avoir peur, alors que toute leur vie, on les biberonne à la peur, tu vois. Donc en fait, pour toi, c'est créer un nouveau narratif. Ouais, c'est montrer en fait ce que c'est laisser des gens comme nous qui connaissent cette culture-là en parler, tu vois. Et pour moi, ça parle pas que de la musique, ça se retrouve au cinéma, ça se retrouve dans les médias, ça se retrouve dans tout ce qui est culturel en fait, ouais, tout, même totalement. Les médias, je parlais totalement de vous. Ok, intéressant. Et du coup, je veux revenir sur le terme qui avait été employé par ma copine, c'était le mot que tu as utilisé pour ton album Zmig. Zmig, ok. Est-ce que pour expliquer à ceux qui connaissent pas ce mot, est-ce que tu peux dire ce que ça veut dire et pourquoi tu as choisi ce mot-là? En gros, Zmig, c'est la contraction de Zmigri. Zmigri en Dalija, ça veut dire l'immigré. Et c'est comme ça qu'on appelle les rebeux de France, en gros, les rebeux occidentaux, en gros, quand ils reviennent dans leur pays d'origine. Et c'est un mot qui a une connotation péjorative. Et moi, on me l'a déjà dit, une fois quand j'étais en Algérie, on m'avait dit le mot Zmig. Et mes cousins m'ont dit, c'est une dinguerie ce qu'il vient de te dire et tout. Cause c'était l'insulte du siècle et tout. Et ça m'avait choqué parce que je me dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire rebeu de France. Je dis, oui, mais. Oui, c'est le cas. C'est ce que je suis. Hein. Mais surtout si on revient à la racine du mot zmigri. En vrai, c'est juste une déformation du mot immigré. Immigré, c'est ça, totalement. C'est pour dire justement, pour dire le truc à l'envers, tu vois, pour pas que, genre, c'est vous les immigrés quand vous revenez au bled. Et je me suis dit, en vrai, si ça veut dire rebeu de France, ça peut pas être vraiment une insulte pour moi si ça me définit, parce que je me reconnais dans ce truc-là de rebeu de France. Donc je me suis dit, il faut que je me réapproprie ce mot. Il faut que même. En vrai, je trouve que ça peut même être d'une autre. Genre, tu vois, même mon pote Doom, qui est sur scène, lui aussi, c'est un SMIG. C'est un SMIG de Guinée, mais c'est un SMIG aussi, tu vois. Et je me suis dit, c'était un truc qui était assez. C'est les enfants, en fait, de la diaspora, au final, les SMIG. Ou même, si je pousse le truc encore plus loin, tu peux te sentir SMIG si tu viens dans une ville où tu n'en viens pas, tu vois, t'as pas les codes de cette ville-là, tu viens d'une autre ville et tout. C'est un truc, c'est le fait d'être dans un endroit où t'as pas tous les codes de cet endroit-là. Et je m'étais dit qu'en vrai, moi, j'ai envie de me réapproprier ce terme-là, j'ai envie d'en être fier. Et j'ai appelé mon premier album comme ça parce que c'est ma fierté et c'est ce que je suis. Et je peux pas accepter que ça soit péjoratif. Mais je trouve que ça marche bien parce qu'en plus, je trouve qu'il y avait grave un non-dit aussi sur ce mot. Par exemple, il y avait aussi les communautés de rebeux qui viennent du bled mais qui font par exemple leurs études ici, qui nous disaient « Ah mais vous, de toute façon, vous êtes des SMIG. » De toute façon, on connaît les SMIG. Oui, totalement. Et du coup, il y avait un peu ce non-dit un peu en mode... tu dis rien parce que c'est vrai, mais en même temps, t'étais honteux. T'étais honteux de ce truc-là. Et genre là, je me retrouvais dans une impasse de fou, en fait. Genre, je peux rien dire parce que c'est vrai, mais j'en ai honte. C'est pas normal. Du coup, non. Je reprends ce mot-là et je me le réapproprie. Et vu que dans cet album, je fais justement toute ma paix sur ma double identité, sur ma construction. C'est mon premier album, donc ça parle beaucoup de mes origines, de ma construction en tant qu'être humain. C'était le mot le plus approprié, j'ai l'impression. Et d'un autre côté, c'est un mot aussi qui est un peu abstrait. Il y a plein de gens qui savent pas ce que ça veut dire. Et je trouve ça aussi cool comme ça. Genre, il y a des gens, ils SMIG et c'est juste un mot stylé pour eux. Et c'est bien aussi de pas tout le temps expliquer les choses. Est-ce qu'il y a une page Wikipédia qui a été créée pour le mot SMIG? Je sais pas. C'est une bonne question. Faudrait vérifier. Non, moi d'avion, parce qu'on veut pas déranger le podcast, mais faudrait vérifier. On vérifiera. Ouais, fort. Mais ok, intéressant. Et moi, je trouve ça bien d'utiliser ce mot, de le réapproprier. C'est comme, par exemple, nous, on a le podcast d'Aaron. Et en vrai... d'une certaine manière, les mamans, elles se réapproprient le mot parce que c'est elles qui parlent de leur vie, tu vois. Okay. C'est pas nous qui les appelons d'argent. C'est pas nous qui racontons leur vie, mais c'est elles qui se racontent à la première personne. C'est un peu se réapproprier aussi. Mais trop bien. Et merci du coup de mettre le mot SMIG
Ouais, c'est d'inverser cool. la tendance. Ouais, c'est ça. C'est en tout cas, moi, toute ma vie, je me dis que pour faire passer des messages, faut les faire passer en étant fier de ce truc-là et le rendre cool. C'est que comme ça que tu fais passer des choses. En fait, tu vois, c'est comme, je sais pas, le soft power américain. Ils ont fait passer les Américains comme étant des gens trop stylés parce qu'on a vu des films avec des super-héros, avec des policiers, badass et tout. Et du coup, ça fait que la culture, elle voyage plus vite par le fait de vouloir y appartenir plutôt qu'en te disant moralement, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu... Ouais, et dans la musique, du coup, c'est ce que j'essaie de... Enfin, c'est même pas volontaire, en vrai. Moi, juste, je me raconte moi et je raconte ma vie. Mais en tout cas, je me mets pas de limite sur ce genre de choses. Si je veux raconter quelque chose, je vais le raconter de la façon pour que ça passe de façon cool et que j'en suis fier, tu vois. Ok. Est-ce que, tu sais, si... Par exemple, tu as des publics jeunes aussi, tu as des... Bien sûr. Moins de 18 ans peut-être aussi qui t'écoutent ou moins de 20 ans. Est-ce que eux, tu vois un peu qu'ils se réapproprient le terme, qu'ils le disent ouvertement, enfin peut-être. Hein, de fou, hein. Moi, j'ai les messages qui me touchent le plus à la fin des concerts, c'est les gens qui me disent tu m'as connecté avec ma culture que je connaissais pas parce que mes parents m'ont pas. T'as des parents qui font beaucoup plus le barrage que les nôtres, tu vois. Et le fait de se connecter à sa culture sans la connaître ou juste tu sais que tu as des origines mais tu connais rien de ton pays d'origine, bah, juste le fait de présenter leur propre culture à des gens qui en sont issus, bah c'est le plus beau des... Genre j'ai l'impression de... Je peux pas avoir un plus beau retour sur ma musique, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai voulu présenter, il y a des gens, ils en sont issus et ils se sont trop présentés, c'est magnifique pour moi. C'est un bel hommage. Et tout à l'heure on discutait et tu me disais que tu allais aussi faire des dates en Algérie. Ouais. Ça te fait quoi comme sensation dans ton propre pays d'être reconnu? Moi ça m'a bouleversé. En fait j'ai fait mon premier concert à Alger l'année dernière. Et j'avais trop peur de faire ce concert-là parce que je me suis dit, mais ça se trouve, moi je parle de l'Algérie et tout, mais là-bas ils me disaient, vas-y, dégage, sale zmigué. Oui, ça se trouve, le truc que tu dénonces, entre guillemets, dans totalement. Dans et ça se trouve, c'est ça, tu vois. Et au final, j'ai rarement été aussi bien accueilli. On a annoncé la date en Algérie. En 3 jours, elle était complète alors que c'était le Théâtre National d'Alger. C'était un bel endroit et tout. Bravo. Donc on y est allé et le concert, ça m'a trop touché. Genre vraiment, c'était un des plus beaux concerts de ma vie. Et le fait d'être accepté par certaines personnes là, enfin par mon public, que de fait d'avoir un public juste là-bas en Algérie, bah c'était un peu c'est bon, mais là j'ai l'impression d'être construit à 100%. Ça y est, je me sens chez moi quand je suis en Algérie, je me sens chez moi quand je suis en France. Plus personne va me faire douter que je suis algérien ou que je suis français. Mais je pense aussi que nous, enfants de la diaspora, on a aussi énormément de peur vis-à-vis de notre communauté dans nos pays d'origine. Parce que je pense que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai discuté avec ma cousine. Donc elle a grandi au Maroc. Okay. Et on discutait et je lui disais, non mais tu sais, nous on est des Arabes de France. Et elle me fait, mais t'es marocaine? Qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, ça m'a trop touchée. Ça fait du bien. Qu'elle me dise, mais tu dis de la D en fait. Genre, t'es pas marocaine de France, t'es marocaine, tout simple. Et genre, c'est même pas forcé quoi, elle le pensait sincèrement. Et même en discutant un peu avec mes tantes et tout, machin, elle me disait, non, mais t'es marocaine, tu vois. Mais en fait, ça avait grave réparé un truc, parce que je pense que nous aussi, on est tellement déracinés. Genre, c'était tellement... En vrai, c'est violent aussi d'immigrer. Genre, c'est pas facile de partir... Enfin, nos parents, en tout cas, ils sont partis sans repère, etc., dans un nouveau pays. C'est pas facile, tu vois. Et en fait, ce qu'on vit en France, on a l'impression que les gens vont nous le rendre aussi là-bas, alors que pas du tout, en fait. Dans nos pays d'origine, on est très bien accueillis. Enfin, ouais, de fou, ils font pas la différence et tout, ils sont... Et t'as certains cons forcément qui vont te ramener à ça, et c'est comme il y en a partout. Mais c'est vrai que il y a rien de... C'est inexplicable un peu la sensation quand quelqu'un t'adoube là-bas et te dit non mais pour moi t'es comme moi, t'es un Algérien ou t'es une Marocaine. C'est magnifique. Et le fait d'avoir fait le concert là-bas, c'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est comme si genre t'as 900 personnes qui me disent d'un coup non t'inquiète. C'est chez nous. Ouais, c'est ça. Et ça m'avait fait trop du bien. Et le lendemain, j'ai fait un concert à Annaba, genre une ville dans laquelle j'étais jamais allé de ma vie. Encore Alger, tu vois, je connais, mais Annaba, j'étais jamais allé. J'ai fait un concert là-bas, on était 200. Le fait d'être dans une ville que je connais pas, avec un public algérien qui connaît mes paroles et tout, c'était fou, tu vois. Et après, j'ai fait plein de médias là-bas, j'ai parlé à plein de journalistes. Bon, il y en a, ils m'enchaînent en arabe, je comprenais pas trop. Mais même le fait de... Tu vois, ils me disent c'est un artiste algérien. Tu vois, enfin, je sais pas, ça m'a fait un truc... ouais, vraiment, ça m'a fait quelque chose. Et c'était un peu la fin de ma quête d'identité. Tu vois, maintenant, je crois que c'était la dernière case à cocher pour moi. Et maintenant, c'est bon. Okay. Genre, j'ai plus aucun problème d'identité du tout. Okay. Et est-ce que la suite, pour toi, c'est, par exemple, peut-être, est-ce que tu as envie d'apprendre plus ta langue? Est-ce que du coup, je prends des cours en plus. Enfin, j'ai pris des cours sur Internet et tout. Okay, avec Jamel Mala. Bientôt, interview en arabe. Bientôt, Inch'Allah, j'espère. En tout cas, c'est une langue que grâce à la musique, en tout cas, je sais l'écrire. Je sais écrire des chansons en arabe parce que j'ai écouté beaucoup de musique arabe, tu vois. Donc c'est comme quand tu écoutes beaucoup de musique en anglais,
c'est un peu les mêmes phrases, la même façon de construire les phrases, tu vois, des automatismes. Et du coup, tu vois, il y a des sons en arabe dans mon album où le refrain est en arabe, mais je l'ai écrit sans même vérifier par un mec qui parle bien déjà, tu vois. C'est-à-dire que c'est une langue qui fait partie de moi, j'aimerais bien la parler plus, mais je pense que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'être sur place. Moi, je pense qu'il faut que j'aille longtemps en Algérie pour pouvoir... Genre là, je pense que je passe 6 mois en Algérie, je ressors, je suis bilingue, normalement. Ok. J'espère si je fais pas le flemmard. Bon, tout le souhaite. Ok, bah là, on arrive un peu à la fin du podcast et en général, on finit par les mêmes questions. Déjà, je voudrais savoir, c'est quoi ta définition de l'immigration ? L'immigration ? Ça peut être un mot, une phrase, une image, un son. Ma définition, c'est large de fou. Comment je peux trouver en un mot ? Je vais être trop littéral, mais déplacement. Ok. Tu vois, ouais. C'est trop large. J'arrive pas à trouver un truc plus précis que déplacement. Si tu veux, je te donne d'autres. Vas-y, je suis chaud. On a eu richesse, on a eu quoi ? Richesse pour immigration. Ah, mélange. Moi, je dis mélange. Ok. Mélange. Parce qu'au final, quand tu te déplaces, c'est pour ensuite te mélanger à un autre endroit. Ok. Donc, mélange. Et dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation, que ce soit un livre, un podcast, un film, une musique qui t'a fait du bien ou qui continue de te faire du bien ? Ouais. Sur la diaspora, moi, je vous conseille... Je sais pas si tu connais Faiza Again, ouais. L'autrice. Ouais, je conseille Kiff Kiff demain, Kiff Kiff hier, La discrétion, les hommes, ça pleure pas. Tout ce qu'elle a fait, moi, je trouve que c'est trop bien raconté. En plus, elle le raconte un peu avec de l'humour. Tu vois, il n'y a pas de misérabilisme dans ce qu'elle fait. Et moi, c'est un truc que j'aime pas, justement, quand on parle de la diaspora, j'aime pas qu'on nous voit comme des miskines. Tu vois, j'aime bien quand on en est fier ou qu'on trouve de l'humour dedans. Enfin, en fait, quelque chose de normal. Et pas que ce soit un truc les pauvres enfants d'immigrés, tu vois. Et Faiza, elle fait ça avec génie. Et ses livres, j'ai trop aimé. Trop bien. J'ai tout lu cette année. Genre, j'ai découvert là en janvier. Ah, ok. Ouais, récemment. Et j'ai tout lu en un mois, tu vois, tout ce qu'elle a fait. C'est vrai que j'ai pas encore lu ses livres, mais je vois ce qu'elle Je te conseille Kiff Kiff demain pour commencer. C'est le plus... Ok. Et la discrétion, c'est stylé parce que ça parle d'une génération au-dessus de nous. Justement, ce que tu disais, qui courbait plus les chines, etc. Et le fait de voir un peu sous ce prisme-là d'une génération au-dessus commencer de rentrer dans un pays, c'est passionnant. Ok, trop bien. Bon, bah, on recommande Faiza, voilà. fort. Ok, bah là, on est arrivé à la fin du podcast. En tout cas, merci. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. Un plaisir partagé, vraiment. Allez suivre Daniel pour ceux qui ne le suivent pas. Je ne sais pas ce que vous attendez si vous ne le suivez pas encore. Et bravo aussi pour ta carrière. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour le dernier album. Et on te souhaite que du bonheur pour la suite. C'est gentil. Moi aussi, je vous souhaite que du bonheur. Et que vous ayez un local que à vous. Il est lourd déjà celui-là, franchement, c'est terrible. Merci, c'est gentil. Bête d'équipe, même la technique, tous derrière et tout, vraiment bête de team. Ça tue. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Merci à l'équipe d'avoir été là, Naoufel, Sarah, Yacine, Samy. Merci à toi, Daniel, d'avoir été là. Et on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode, soit de Daron, soit de Génération Mosaïque. Voilà, bisous. Je sais pas si on fait bisous là ou là. Bisous.